en commun un portier de Montréal, un président américain et des chrétiens persécutés. Ils ont été vus par plus de 10 millions de visiteurs en 50 ans. Voilà l'étonnante histoire du Musée de cire de Montréal et de Québec, cette semaine à porte ouverte. Alors, nous sommes présentement dans l'exposition L'Or des Amériques qui a marqué l'été 2008 dans le cadre du 400e anniversaire de Québec au Musée de la Civilisation. Alors, dans le cadre de cette exposition-là, nous sommes dans la zone consacrée à la fièvre de l'or, aux conquistadors. Alors, allons voir un des personnages qui appartient à cette époque de l'âge d'or de la conquête des conquistadors. Bien sûr, il s'agit de Christophe Colomb. Alors, ce personnage-ci qui était du Musée de cire de Québec, parce qu'au moment où on a fait l'exposition, on était à démonter toute la collection du Musée de cire de Québec, donc plus de 100 personnages. On a retiré Christophe Colomb, on l'a mis dans ce contexte d'exposition-ci parce que c'est exactement, il servait le propos, mais c'est bien sûr qu'il fait partie à un ensemble beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, l'ensemble du Musée de Québec, constitué de 100 personnages, vient se greffer aux 200 autres qu'on avait acquis en 89 du Musée de cire de Montréal. Alors, inutile de dire que dans les collections du Musée de la Civilisation, on possède actuellement à peu près tout ce qui est la muséologie de cire au Québec depuis les années 1930. Alors, on va aller voir de quoi est fait cette collection-là. Alors, nous sommes ici dans la réserve du Musée de la Civilisation, ce qu'on appelle la chambre froide. La température, c'est en général autour de 10 degrés Celsius et 40 d'humidité. Ça, c'est spécifique à cette réserve-ci parce que les matériaux qu'on y conserve, ce sont des matériaux organiques. Et d'ailleurs, on peut voir ici, il y a des embarcations, des kayaks en peau de phoque, les canots d'écorce, et vous pouvez voir les raquettes à l'arrière qui sont aussi en peau. Et évidemment, à l'intérieur de cette réserve-là, on conserve également la cire, qui est un autre matériau organique qui nécessite des conditions de conservation similaires. Alors, nous voici dans la réserve de cire. Il y a quelque chose d'assez saisissant. On a l'impression qu'on est dans une des galeries des grands personnages des différents siècles. Alors, l'histoire de la cire, c'est une grande histoire pour nous parce que ça remonte pratiquement à l'ouverture du musée en 1980. Le musée a ouvert en 88, mais l'acquisition était en 89. Mais c'est les débuts du Musée de la Civilisation. Et ça a probablement été une des premières grandes acquisitions en volume. Parce que, d'abord, c'est le Musée de cire de Montréal, l'ancien musée historique canadien. Alors, les pièces nous ont été offertes au moment où les fondateurs, et là je dis bien les fondateurs parce que c'était encore les mêmes personnes qui possédaient le musée de cire en 89 que ceux qui l'avaient ouvert en 1935. Donc, c'est pas peu dire, c'était la fin d'une époque, c'était la fin d'une grande aventure où plus de 10 millions de visiteurs avaient vu en 50 ans le musée de cire de Montréal. Alors, on s'est fait offrir de récupérer la totalité des scènes historiques qu'il y avait là. C'est 1989, on est approché par Robert Tancred, qui était, dans le fond, le dernier fondateur, toujours vivant, parce qu'il était deux. Il y avait Albert Chartier, le sculpteur, et Robert Tancred, l'architecte. Alors, M. Tancred nous approche parce que c'est la fin d'une aventure. Ça ne correspond plus à la muséographie d'aujourd'hui. Alors, M. Tancred nous offre d'acquérir les pièces. Mais imaginez, dans le contexte de l'époque, c'est pas évident de dire
qu'un musée acquiert la totalité d'un autre musée, comme le musée de cire. On n'avait pas l'expertise à l'époque pour se porter acquéreur de tout ça. Donc, c'était une aventure, là. Et évidemment, on s'est rendu sur place, il y a eu une évaluation de la chose et rapidement, on s'est rendu compte que c'était un phénomène, un grand phénomène à préserver et qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait conserver dans les collections nationales la totalité de la donation. Et vers les années 1930, au moment où le musée Grévin sent le besoin de rajeunir ses scènes et, dans le fond, de retirer toutes les grandes scènes de la chrétienté des catacombes de son musée de Paris, vint l'idée à Albert Chartier de dire « Tiens, je pourrais aller ouvrir un musée de cire au Canada. » Alors, il vient ici en exploration avec son ami Tancrède, qui lui est architecte. Ils sont venus voir la faisabilité de cette aventure-là, de ce projet. Et rapidement, ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Et il faut penser, pour eux, l'ouverture de ce musée-là, c'est d'abord toutes les grandes scènes de la chrétienté. Et évidemment, là, on pense autour du Mont-Royal, avec la basilique. C'est bien certain que c'était un site tout à fait approprié à l'époque. Et imaginons-nous, là, c'est le début des pèlerinages là, à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, en parallèle de l'Oratoire Saint-Joseph, les pèlerins s'en vont au musée de cire. Et la suite de l'histoire va leur donner raison, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 10 millions de personnes qui vont fréquenter le musée de cire de Montréal en 50 ans. Mais aux scènes religieuses, on a décidé de greffer des scènes d'histoire de l'histoire canadienne, de l'histoire québécoise, c'est-à-dire les scènes de la Fondation de Québec, les scènes de la Fondation de Montréal, des hospitalières, les communautés religieuses, enfin, toutes les grandes scènes. On est dans le contexte de l'époque, on est vers les années 1930-35. Alors, les scènes qui interpellent les gens au niveau de l'histoire, les scènes d'histoire nationale. Et là, évidemment, les fondateurs se documentent et rapidement, ils se documentent à partir de nos manuels d'histoire canadienne. Et c'est pour ça que les grandes scènes qu'on va retrouver à Montréal, les premières scènes, on a l'impression que c'est exactement des images de nos manuels, des manuels scolaires de l'époque. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est deux Français qui arrivent ici, mais ils comprennent très rapidement qu'effectivement, dans ce contexte-là, il faut valoriser l'histoire nationale. Et cette histoire nationale-là, l'iconographie, c'est celle qui existe dans nos manuels scolaires. C'est l'histoire de nos héros nationaux. Alors, il y avait à l'époque, je pense, c'est 24 scènes. Et il y a toujours eu à peu près 24 scènes dans le musée de cire de Montréal pour autour de 200 personnages environ. C'est tout ça qu'on a acquis. Au fil du temps, c'est-à-dire ces personnages-là, ces scènes-là ont évolué aussi. On a changé toute la muséographie, toute la mise en scène, mais grosso modo, c'est 200 personnages pour à peu près 24 scènes. Mais les catacombes romaines qui provenaient du musée Grévin, et là, ça, c'est important de le dire, toute la totalité des personnages venaient du musée Grévin, c'est les personnages les plus anciens. Imaginez, on s'est rendu compte que par la suite, c'est nous qui avions les personnages les plus anciens du musée Grévin. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant dans l'histoire, je dirais, pratiquement mondiale de la muséologie de cire. Si on pense que le musée Grévin, c'est un des plus anciens musées de cire avec le musée Tussaud de Londres. Donc, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Alors, toute cette réflexion-là, on l'a faite graduellement, puis on s'est rendu compte que, oui, c'est un grand phénomène, puis qu'il fallait sauver, il fallait faire quelque chose comme institution nationale. C'était de notre devoir de sauver un pan de notre histoire, qui est à la fois l'histoire, c'est l'histoire de la muséologie au Québec, parce que c'est la naissance de la muséologie. Il faut penser que le musée de la province, ce n'est qu'en 1933 qui démarre véritablement. Alors, c'est, à quelque part, on est à la naissance de la muséologie populaire au Québec, c'est un grand phénomène. Mais en plus, par ricochet, on conserve des pièces qui appartiennent au musée Grévin, donc qui appartiennent à l'histoire mondiale de la muséologie. Le musée Grévin avait ouvert le 6 juin 1882 et les catacombes sont de cette époque-là. Par conséquent, c'est très ancien et les personnages sont tous très vivants parce que ce sont des expressions naturelles. Au musée Grévin, ils avaient un espace extrêmement réduit. Il n'y avait pratiquement pas tous ces corridors que vous voyez à l'heure actuelle. Comme nous avions de la place ici, nous avons dit pourquoi ne pas faire quelque chose de plus complet.
Alors ça a été mon travail. Je l'ai dessiné, je me rappelle, à bord du bateau qui me ramenait ici à l'automne de 1934. Tout le bas du musée, ce sont les scènes des catacombes et le cirque romain. Ça aurait été dommage de ne pas conserver ça jusqu'au dernier moment. Évidemment, maintenant, nous sommes trop âgés. Monsieur Chartier vient d'avoir 91 ans le 7 mai. Moi, j'en ai 82, je vais en avoir 83. Nous ne sommes plus capables d'assurer la continuité du musée au point de vue de son entretien. Maintenant, toutes les scènes vont être démontées et transportées à Québec. Et ce sera le musée de la civilisation qui en profitera, qui fera les présentations, qui fera ce qu'il voudra avec. M. Tancrède, qui était à Montréal, devait disposer du bâtiment, devait disposer de tout. Alors, on a dû se retourner très rapidement et c'est pour ça qu'on a mis 2 semaines à la fois réaliser les vidéos, les entrevues avec les fondateurs, les entrevues sur l'ensemble des scènes du musée et sortir tous les personnages dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de l'histoire, c'est tout l'aspect technique. Quand on a pris possession, imaginez, on est à Montréal, il y a au-delà de 200 personnages, évidemment, qui se démultiplient parce qu'on a des membres, puis on regarde ici, si j'ouvre cette portion-là, on voit que ce sont des mains individuelles. Alors, il y a des mains, il y a des pieds, il y a des bras, il y a des têtes. Alors, chaque personnage peut parfois, et il y a des vêtements aussi, il peut y avoir des chaussures, des supports. Alors, imaginez, chaque personnage, ça peut être 20 à 30 éléments qui sont associés au même personnage. Donc, en 2 semaines, pour démonter toutes les grandes scènes historiques, c'était important d'avoir un système, une numérotation qui permettait de maintenir la cohérence d'abord du personnage, la cohérence de la scène dans laquelle se retrouvait ce personnage-là. Parce qu'il y a des scènes comme Jacques Cartier, qui au-delà de l'arrivée de Jacques Cartier, il y a peut-être 15 personnages. Alors, imaginez, il y a un décor, il y a des accessoires. Vraiment, tout ça ensemble fait qu'il faut tenter de maintenir la cohérence de la scène. Donc, c'est les débuts aussi de la mise en scène muséologique, de la muséographie. Donc, on s'est promené dans l'arrière-décor pour regarder comment c'était fabriqué. Alors, tous ces décors-là, c'était important de les conserver pour conserver l'intégrité de chacune des scènes. Parce que pour nous, dans l'assemblage de chacun des éléments, c'est une vision de l'histoire qu'on veut retrouver aussi. Et ça, c'est important de le préserver. Alors, on peut voir ici, c'est, comme je disais, quand on est entré, on a l'impression qu'on est dans une grande galerie anatomique, parce que ce sont des membres éclatés, des têtes, mais tout ça a une cohérence. Et nous, maintenant, tout ça est fiché, puis on voit là, ici aussi, il y a une étiquette avec un code barre. Alors, évidemment, tous les éléments d'un même personnage, quand on les demande à l'ordinateur à partir du code, tout se réunit ensemble. Ici, tout a de l'air démembré, mais la logique a été conservée au niveau de chacun des personnages. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et quand on a démonté, justement, dans toute l'opération de démontage du musée de cire de Montréal, comme on a eu 2 semaines pour le faire, c'était une entreprise qu'on a fait très, très rapidement. C'est sûr qu'il est arrivé, il y avait des personnages qui étaient pris dans le ciment, qui étaient liés à l'architecture, pratiquement, à l'architecture du bâtiment, je dirais, dans des composantes structurelles qu'on a dû enlever. Puis parfois, il est arrivé qu'on a abîmé certains personnages. Et on va aller voir, justement, quelques personnages de ce grand cirque romain qu'on a dû reconstruire. Alors, on a décidé de faire l'entrevue dans l'atelier de conservation préventive du Musée de la Civilisation en présence de Mme France Rémillard, qui est chimiste, conservatrice et restauratrice du Centre de conservation du Québec. Au moment où on a acquis cette collection-là, vous avez dû développer une expertise particulière. Est-ce que c'était le cas, effectivement? Absolument. Quand on sort de l'école, on ne nous a pas appris à traiter de la cire, du plastique, du béton. Il y a toutes sortes de défis que ça représente. Et surtout avec la scène du cirque romain, parce que c'était des personnages grandeur nature, pleine cire, ce qui n'est pas le cas habituellement des autres personnages, parce que c'est les plus vieux, hein? Grévin en a pas, des aussi vieux, ouais. Parce que ça, c'était le noyau de leur collection qu'ils ont donné au musée de cire. Alors, c'est des personnages du 19e qui ont été en exposition depuis ce temps. Ce qui n'est pas le cas d'habitude d'un personnage. Si on a un exemple. Ça, c'est Einstein. Exact. Mais Einstein, on a généralement la tête et les mains,
puis le reste, mais c'est en une autre matière parce qu'il est habillé. C'est des corps en papier mâché avec des structures. Alors que là, on avait des personnages tout nus, donc ils étaient pleins de cire. Alors, c'est bien sûr que les personnages, quand on les voit en exposition, il y a une dramatisation, il y a des éclairages spécifiques. Mais à partir du moment où nous, on a fermé les lumières pour récupérer les pièces, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être certains besoins au niveau de l'apparence des personnages. Au niveau de l'apparence, les cheveux, par exemple, j'aimerais ça qu'on... Ça, c'est des cheveux humains, là? Oui, c'est des cheveux humains qui sont implantés un par un. Puis, ils ont eu beaucoup de fixatifs coiffeurs. On le sent par la texture et ils sont très, très cassants. Ah oui? Donc, on a essayé de toujours protéger les cheveux quand on a travaillé dessus parce qu'on ne voulait pas en perdre. Un petit mot rapidement sur l'implantation. C'est quasiment comme une greffe capillaire. Oui, je pense que exactement, ça devait... c'est comme ça. Ah oui? C'est comme ça. C'est implanté un à un. Oui. Ce personnage-ci, peut-être pour juste conclure, au niveau du personnage, on voit que c'est un homme-tronc. Hein? Oui. Alors, la base, ça devait être une base, effectivement, en plâtre, papier... Plâtre, je pense que c'est papier mâché avec du plâtre avec dessus. Du plâtre et une structure de bois. Mais la plupart du temps, c'est papier mâché. OK. Au niveau des structures, on sait que c'était une problématique particulière. Et on a ici une pièce qui possède justement une problématique très, très particulière. Puis on voit, de par la mise en réserve, le support qui a été fabriqué fait en sorte qu'on devait justement respecter cette grande fragilité de la pièce. Bien, elle a des grandes parties qui sont en porte-à-faux. La mise en réserve, on ne pouvait pas la ranger debout. Le problème le plus important, c'est que cette pièce-là était devenue non fonctionnelle. Elle est arrivée en multiples morceaux. En morceaux, mais c'est surtout, au niveau de la structure, c'est que le tronc supérieur ne tenait plus après le bassin. Il y a eu des interventions de fait par le musée historique, le musée de cire de Montréal, pour la maintenir en service, là. Mais son état était précaire. Ça ne tenait pas, ces interventions-là. Donc, on a voulu savoir comment on va faire pour faire tenir ça, parce que c'est lourd quand même. Hein? C'est fragile, mais c'est lourd. Alors, donc, pour savoir, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça tient, comment ils ont procédé. Donc, il fallait voir la structure à l'intérieur. Il y a des portes, là, on peut voir que ici c'est ouvert. Puis aussi, on remarque que le bras, là, il n'est pas du tout maquillé de ce côté-là, puis qu'il est tout plat. Tout comme la partie du corps ici. Hein? Ici, c'est tout nu, sans maquillage, parce que c'est non visible. Puis ici, son avant-bras, en tout cas, il est tout aplati parce qu'il est en contact avec un autre personnage. Et déformé pour permettre ces contacts intimes des personnages les uns avec les autres. Ça veut-tu dire qu'on a fait les maquillages une fois que les personnages étaient habillés? Oui. Ah oui? Oui, oui. C'est particulier. Oui. Donc là, on a procédé, comme on le fait souvent, avec des radiographies pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors déjà, c'est intéressant de voir les yeux en verre soufflé, puis on voit le petit bout du pontil du verre soufflé. Alors, c'est déjà une technique assez complexe là, de faire les yeux en verre. Puis après ça, on voit comment il s'y est pris pour fixer la tête sur le torse. Okay. Il avait mis un rouleau de carton pour que ça tienne pendant qu'il faisait son montage. Et ça, c'était une installation d'origine ou c'est plutôt une intervention postérieure? Non, non, c'est d'origine, parce qu'on le retrouve sur plusieurs personnages. Okay. Puis après ça, il assemblait le tronc supérieur avec le tronc inférieur, puis il utilisait la partie qui est non visible pour aller faire ses assemblages mécaniques. Donc, le tronc supérieur, il est terminé par une plaque de contreplaqué que tu vois ici, puis le bassin aussi, il est terminé par une plaque de contreplaqué. Alors ça veut dire, si on se reporte sur le mannequin, on est... à la hauteur du lien ici. Du lien ici, là. OK, puis on voit la porte à l'intérieur, ça permet de faire l'assemblage, d'aller visser cette grosse vis-là. Le papillon, là. Oui. Ça, c'est l'installation ancienne, c'est ça, avant. Exactement. Okay. Donc, on n'a pas de radio d'après. Ah, OK. Mais les radios avant, bien, ils nous ont servi à voir comment c'était construit puis comment on pouvait aller s'accrocher. Et il y a un élément sur ce personnage-ci qui est assez particulier, c'est le pied. C'est le pied, mais c'est très simple. Il s'agit juste de trouver la bonne pointure. Alors, vous êtes parti d'un pied, un autre pied humain. Oui. Et vous avez fait un moulage. Qui avait la bonne taille, et puis on l'a moulé. Puis aussi, pour qu'un élément de cire tienne bien, n'importe quel élément, pour qu'il tienne bien, il faut que ça imbrique bien dans l'autre pièce, dans la cassure. Donc, on a moulé le plan de fracture, puis on est arrivé avec une pièce qui, paf, tombait exactement dans le plan de fracture. Et juste par le contact physique des deux éléments, ça tenait. Il s'agissait après de rajouter... Alors, c'est une intervention orthopédique. Un peu d'adhésif, là, pour être sûr que ça se maintienne. Mais puis aussi, on n'a pas voulu cheviller cette partie-là parce qu'elle est à risque. Il peut y avoir des moments
de levier qui s'exerce dessus à cause de la position, surtout quand on la met debout, là, qui la fait casser. Alors, on s'est dit, on veut que si ça casse là où on a Uniquement rajouté. la pièce que vous avez ajoutée. Oui. OK. Alors, véritablement, une grande chirurgie sur ces pièces. Alors, on a vu précédemment comment le défi au niveau structurel peut être important pour le restaurateur. Mais là, on a un cas qui nous montre à la fois une problématique au niveau de la structure parce que cette pièce-ci était en multiples morceaux, mais en plus, c'est interrelié dans une scène, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui composent, qui sont reliés ensemble et qui composent la scène. Donc, il y a des membres, parce que c'est un bébé à 3 mains, ce qui n'est pas ordinaire. Alors, vous allez nous expliquer le défi de cette pièce. Mais d'abord, il a l'air beau comme ça, là, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'est-ce qu'il avait l'air quand il est arrivé. Il était tout en morceaux. Incroyable. Alors, donc, il fallait d'abord le recomposer. Mais toute la scène des chrétiens, du cirque romain, c'était des personnages qui étaient interreliés et très intimement interreliés. Certains personnages, ils sont pas complètement formés parce que c'est pour être capable d'appuyer la tête d'un enfant sur le corps de la mère. Okay. Dans ce cas-ci, la main ici, c'est la main de la mère qui tient l'enfant. Okay. Alors là, c'était pas tout de remonter les personnages, là, mais avant de les renvoyer pour l'exposition, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de les rapprocher puis de recréer là, ce qui était à l'origine? Il faut que ça soit crédible, là. Il faut que le corps de la mère soit assez proche, qu'on soit capable de l'approcher suffisamment puis à la bonne hauteur pour que son poignet vienne s'ajuster à sa main. Puis dans l'autre cas, pour que la joue de la petite fille qui est appuyée sur la mère vienne assez près, à la bonne hauteur, qu'elle dégage le bébé, tout ça. Dans ce cas-ci, ça a été un défi énorme parce que s'il s'agissait uniquement de réparer, je ne sais pas, le bras, mais là, c'était en multiples morceaux. Hein? Oui. Parce qu'on le voyait bien sur l'image. Là. Oui. C'était un défi d'assemblage. C'est comme un casse-tête, en fait. Quand on le voit une fois, on s'en rappelle toute sa vie, surtout oui. cette scène-là. Je me souviens d'avoir vu ça quand j'avais 5-6 ans. Mon père nous avait amenés voir le musée de cire et le programme. C'était après, on allait manger au lac des Castors. Il avait apporté le pique-nique. Mais on avait vu cette scène tellement macabre, parce que là, on l'a pas montré, mais la femme qui se fait dévorer par le lion avec les yeux à l'envers, que les enfants, on a tous dit, nous, on n'a pas faim, merci, merci, merci. Alors, France Rémillard, je vous remercie infiniment pour cette magnifique entrevue. Alors, on vient de voir dans les réserves du Musée de la Civilisation l'ensemble des personnages du Musée de cire de Québec et du Musée de cire de Montréal. Ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est des têtes, c'est des mains, enfin des membres séparés. On a vu du textile, parfois certains accessoires qui vont être associés à des scènes, mais tout ça, l'ensemble des scènes démontées, démembrées. Ici, le personnage, il est véritablement tel qu'il a été démonté dans la scène d'origine, alors celle de Christophe Colomb qui était au Musée de cire de Québec. Et véritablement, la position, c'était la position d'origine qu'il occupait dans la dite scène. Alors peut-être juste pour revenir sur la scène, c'est la scène où Christophe Colomb s'adresse à la reine pour lui demander de faire un autre voyage en Amérique. Et on voit par la posture, il est véritablement en train de demander. Hein? On sent bien dans l'expression du visage. Alors, au niveau du maquillage, peut-être juste un mot. Ce qu'on a vu à la réserve, en général, les personnages sont très maquillés de façon quasi théâtrale, dramatique. Celui-ci, le maquillage est plutôt léger. C'est que probablement il a été revu dans les années 90. On a refait les maquillages. Mais il s'agit toujours de personnages d'Albert Chartier et de Robert Tancrède, c'est-à-dire sculptés par Albert Chartier et les maquillages faits par Robert Tancrède, parce qu'on est toujours dans cette grande muséologie-là de ces deux fondateurs qui étaient Chartier et Tancrède, qui sont venus du musée Grévin, juste pour nous remettre en perspective. Dans la réserve, on voyait des personnages qu'on reconnaissait assez facilement. Ici, Christophe Colomb, au niveau de sa physionomie, ça ne fait pas référence du tout à l'iconographie connue. On n'a pas l'impression que c'est le Christophe Colomb qu'on connaissait ou qu'on a déjà vu dans certaines iconographies. Donc, c'est sûr qu'au niveau des sculpteurs ou de ceux qui créaient les scènes, les créateurs de scènes, il y a une certaine liberté.
Et ça, c'est un fait à noter parce qu'on se rend compte que les gens sont là aussi, ils fabriquent de l'histoire, un peu comme nos manuels scolaires ou les manuels d'histoire ou les historiens d'une autre époque. Chacun interprète à sa façon l'histoire à partir évidemment des éléments connus. Je dirais la dimension intéressante pour nous, c'est aussi une vision de l'histoire qu'on collectionne. C'est beaucoup plus que des personnages individuels. L'objectif au départ pour un musée de société comme le nôtre, c'est d'acquérir un morceau de l'histoire, c'est-à-dire une vision de l'histoire. Chaque scène, que ce soit de Québec ou de Montréal, représente une vision de l'histoire et ça, c'est intéressant. Ça devient, dans le fond, des archives, des matériaux en 3 dimensions qu'on se doit de collectionner, qu'on se doit de préserver. Puis j'insiste jamais trop là-dessus pour dire que ces 2 musées-là représentent pratiquement l'histoire de la muséologie de cire en Amérique parce que c'est dans les premiers musées de cire qui se sont implantés. C'est celui de Montréal, celui de Québec. Par la suite, ça va essaimer, il va en avoir d'autres. Mais ces deux institutions-là représentent des morceaux importants de l'histoire. Nous, on a eu l'opportunité de les avoir, évidemment, sur le territoire du Québec, d'assister ni plus ni moins au développement des 2 musées, mais d'assister aussi au déclin des 2 musées pour toutes sortes de raisons. Mais nous, on a été des témoins privilégiés et on a cru et on a pensé qu'il était important de garder ces témoins d'histoire. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez des nôtres pour partager à nouveau notre passion pour vos collections. La semaine prochaine, Claude Davis, des collectionneurs passionnés, passionnants.